Le savoir, c'est le pouvoir. Aujourd'hui, ne pas savoir utiliser les chatbots ou LLM, Large Language Model, ou les IA en gros, c'est comme ne pas avoir son permis de conduire. Alors certes, on peut utiliser une voiture sans savoir comment ça fonctionne à l'intérieur. Cependant, savoir un minimum comment un outil est fait permet de l'utiliser à bon escient. Savoir comment est constituée une voiture, on n'y pense pas, mais en fait, on sait que ça ne fonctionnera pas si on essaie d'aller sous l'eau avec. Ou ça fonctionnera moins bien si on essaie de traverser une forêt que si on roule sur la route. Bon, tout ça, c'est très intuitif. Mais c'est pareil pour les LLM, en fait. Savoir de quoi c'est constitué, comment ça fonctionne, permet d'en tirer le meilleur parti. Donc toute la question, c'est, dans cette ère où le souverainisme personnel va dépendre en grande partie de notre maîtrise de ces outils, quelle est la connaissance qu'il faut avoir de ces outils, jusqu'où il faut pousser le bouchon de la compréhension. Si vous regardez les explications qu'il y a partout sur Internet sur les LLM, tout est expliqué dans le moindre détail, y compris les formules mathématiques qui sont utilisées, mais la plupart du temps, c'est imbuvable. C'est pour les spécialistes, pour ceux qui ont déjà des connaissances préalables, et même pour les spécialistes, en fait. Et je trouve que, bien sûr, ça peut être utile de savoir descendre à ce niveau de détail. Mais selon moi, il faut déjà commencer par une compréhension intuitive. Donc, quand je dis intuitive, ça veut dire qui se rapporte à la vie de tous les jours. Et ce, peu importe le sujet, finalement. Donc, je vous avais déjà fait une vidéo sur le perceptron. Dans la même optique, vous expliquez intuitivement comment ça fonctionne ce truc-là et pourquoi ça fonctionne, pourquoi on fait des choses puissantes avec, et je vous avais parlé de l'émergence. Je ne vais pas refaire la vidéo, mais c'était le concept fondamental qui est derrière à comprendre, justement pour le ramener à quelque chose d'intuitif. Comment une chose simple, quand on la multiplie un très grand nombre de fois, peut faire émerger des comportements complexes et intéressants. Cette fois-ci, on va regarder un autre aspect des LLM, des chatbots, des ChatGPT, Grok, Claude, DeepSeek, qui est fondamental, qui est la manière dont ils apprennent. Alors ça s'appelle la rétropropagation, c'est un nom barbare, mais encore une fois, l'idée c'est de vous montrer, de vous faire toucher du doigt ce que c'est, pas de vous expliquer en détail les formules mathématiques pour faire de la rétropropagation à la maison. Et il se trouve que, bon, il y a pas mal déjà de matériel pédagogique hyper intéressant sur Internet, notamment ce site fabuleux. Donc là, ce que vous avez sous les yeux, c'est GPT-3. C'est plus petit que GPT-4, c'est plus gros que GPT-2, mais c'est la même architecture. Fondamentalement, ce qu'il y a dans tous les chatbots, grosso modo, c'est ça, à quelques variations près. Évidemment, parfois, ils trouvent des nouvelles astuces pour améliorer le tout, mais les principes fondamentaux restent les mêmes. Et ces principes fondamentaux, donc, on en a déjà vu un, c'est le perceptron, c'est la brique fondamentale. Et là, aujourd'hui, on va en voir un autre. Peu importe le chatbot que vous allez utiliser, il y aura de la rétropropagation derrière. Donc là, quand on voit ça, on peut être tenté de fuir, donc ne fuyez pas. Je vais vous expliquer, vous allez voir, ce n'est pas si compliqué. Bon, si vous déboulez face à ça, c'est intimidant. Peu importe la personne, au final, à moins d'être déjà familiarisé avec tout ça, ça reste intimidant. Mais ce qu'on peut observer, c'est que il y a des motifs qui se répètent. Vous voyez bien que là, on a plusieurs fois, en fait, ce bloc-là. Voilà. Un 3 par 3, un 3 par je ne sais pas combien, puis une ligne verte, une deuxième ligne de même taille. Et puis, donc ces blocs-là, point, tiré, tiré, on va dire, sont ponctués eux-mêmes par des espèces de grandes lignes. Et ce motif-là se répète tout du long. Et en fait, qu'est-ce que c'est tout ça? Au final, derrière tous ces points que l'on voit, ce sont des chiffres, des multiplications de matrices. Alors, ce sont des matrices très grandes, mais ce ne sont que des matrices. Même ici, là, dans ce qu'on voyait au départ comme étant une ligne horizontale, si on regarde à l'intérieur, ce sont encore une fois des matrices qui sont de tailles différentes. Il y en a qui sont plus ou moins carrés, plus ou moins rectangles, allongés, bon, mais peu importe. Tout ça, ce sont des matrices. C'est, encore une fois, la propriété des phénomènes émergents, c'est qu'on prend quelque chose, on le répète un nombre important de fois, et ça fait émerger des comportements intéressants. Là, c'est pareil, on n'a que des multiplications de matrices. C'est pour ça que ça fonctionne sur les ordinateurs actuels, qui sont très bons pour faire des multiplications de matrices, notamment les cartes graphiques, qui au départ étaient prévues donc, pour faire des jeux vidéo, mais qui se sont retrouvées, en fait, tout à fait adaptés pour faire du calcul matriciel et donc des réseaux de neurones et donc des chatbots. Donc tout est converti en chiffres, que ce soit au départ une image, un texte ou autre chose. On commence par envoyer des chiffres dans tout ça et on multiplie des matrices. On multiplie des matrices, des matrices, des matrices. Là, ici, on a, alors c'est marqué là, voilà, 174, si je dis pas de bêtises, milliards de paramètres dans GPT-3.
Dans DeepSeek, par exemple, il y a 601 milliards de paramètres. Ça veut dire que on a 174 milliards de cases, là, ici, de chiffres qu'on va multiplier. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Et donc on multiplie tout ça, paf paf paf, on démarre ici à gauche, et on arrive en bas à droite, à la fin, par un goulot d'étranglement, avec une dernière matrice qui va nous donner quoi? Ben, elle va nous donner une liste de probabilités. Ce que vous voyez là, alors, on va pas rentrer dans tous les détails, hein, mais bon, c'est la fenêtre de contexte, en gros. En gros, c'est la phrase qu'il est capable de traiter. Alors, une phrase, c'est plutôt un petit livre, en fait, hein, qu'il est capable de traiter. Et chaque ligne, on va dire, ici, ben, c'est le codage sous forme d'une série de chiffres, d'un mot, ou d'une image, peu importe. Enfin, là, dans GPT-3, c'est un mot. Bref, donc, en fait, ce qu'on a là, ici, ben, c'est dans la liste des mots qu'il va connaître, il va nous dire le plus probable, ou le plus intéressant, disons. Donc, il a un texte qu'il connaît déjà, et lui, ce qu'on lui demande, c'est de prédire le mot suivant. Et c'est tout ce que ça fait, hein, cette histoire. On multiplie des chiffres, et à la fin, on a la probabilité que le mot le plus intéressant, ça soit, je sais pas, maison, arbre, chien, ou le mot « mais ». Et la magie de ce truc-là, en fait, c'est comment on trouve les bons chiffres à multiplier. Convertir une phrase en chiffres, c'est pas très compliqué. Convertir des chiffres en phrases, c'est pas très compliqué. On dit, je sais pas, le 10, ça correspond à la lettre A, le 11, ça correspond à la lettre B, etc. Et on peut dire, pareil, le mot rouge correspond au chiffre 36,13, etc., etc. Donc ça c'est pas compliqué. Ce qui est délicat dans tout ça, c'est qu'est-ce qu'on met ici dans ces multiplications. Quels sont les poids qu'on va mettre? En fait, nos perceptrons qui simulent, donc ça c'est conféré la vidéo précédente, hein, qui simulent le fonctionnement d'un neurone, sont à base de sommes pondérées. C'est-à-dire, ici, il y a une entrée, enfin des entrées, donc des chiffres, une série de chiffres, donc la lettre A, le chiffre 10, la lettre R, ça serait un autre chiffre, etc., etc. Et le perceptron, lui, donc, il fait son calcul, il a différentes synapses, donc on reprend un peu le fonctionnement du cerveau. Il va dire, la lettre A, je lui mets un poids de 0,6. La lettre R, je lui mets un poids de 0,02, etc., etc. Donc il fait la somme pondérée de ces entrées, et puis il sort, je m'active ou je m'active pas. J'envoie du courant ou j'envoie pas du courant. Ça, c'est ce qui se passe dans notre cerveau. C'est pour ça, au départ, qu'on s'est dit, tiens, on va tester, qu'est-ce que ça donne? Le perceptron, on va en mettre des couches, et puis on regarde, est-ce que par hasard, on n'arriverait pas à refaire un truc qui fonctionne un peu comme le cerveau? Bon, c'est ça l'intuition au départ, hein. Donc tout le problème, c'est ces poids-là, W, weight en anglais, W1, W2, qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce que nous, dans notre cerveau, on a dedans, dans ces poids? On a un équivalent, alors c'est peut-être stocké, on sait pas trop, enfin moi je sais pas en tout cas, sous forme de protéines, d'accumulation d'une certaine molécule, bon bref. En tout cas, on a un équivalent dans notre tête. Et qu'est-ce qui est stocké dedans et comment c'est stocké? D'où ils sortent ces poids? Eh ben, c'est l'algorithme de rétropropagation qui nous permet d'obtenir les bons poids. Mais avant d'en arriver là, évidemment, il y a aussi une autre question qui se pose, c'est combien il va nous falloir de poids et comment on va les organiser. Donc là, je vais reprendre rapidement le perceptron. Donc on a des entrées et une sortie. Un perceptron, c'est ça, et on le symbolise comme ça, un rond avec des entrées et des sorties. Donc comme on vient de le voir, chaque entrée est associée à un poids et ça donne un chiffre en sortie. Voilà. Après, il y a une fonction d'activation, je ne vais pas parler de ça tout de suite, mais c'est en gros, je fais mon calcul, donc je fais la somme, la lettre A, 10 fois 0,1, la lettre R, je sais pas combien c'est, 21 fois 0,5, bon tout ça, ça me donne un résultat. Si le résultat est supérieur à, mettons, 42, je m'active, j'envoie du courant de l'autre côté. Sinon, je n'envoie rien. Alors il y a différentes fonctions d'activation, ça peut être j'envoie 42, 43, 44, ou bien je n'envoie que comme par exemple ici, en gros, je n'envoie que 0 ou 1. Bon, comment on choisit la bonne fonction? Bon, là, il y a des mathématiciens qui disent, ça va mieux marcher dans tel contexte, ça ira mieux dans tel autre contexte. Mais grosso modo, c'est juste ça. Encore une fois, ça reproduit le fonctionnement du neurone. Ce petit document-là, vous l'avez, c'est un e-book gratuit, vous pouvez récupérer sur ma boutique si vous préférez les explications sous forme de texte. Donc ensuite, le perceptron, en fait, il peut avoir plusieurs formes, comme les pièces de Lego, et ils peuvent s'assembler les uns les autres, puisque la sortie d'un perceptron peut être l'entrée d'un nouveau. Donc toute la question, c'est comment on organise nos perceptrons. Je ne réexplique pas à quoi ça sert le perceptron, voir la vidéo précédente, hein, ça sert à classifier des choses. Donc l'idée, c'est qu'on va mettre nos perceptrons, on va les organiser d'une certaine manière. Dans l'absolu, on pourrait les mettre n'importe comment.
je relis les perceptrons un peu au pif, et puis je vois ce que ça donne. Bon, évidemment, on pourrait tâtonner longtemps comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les chercheurs? Bah, ils ont testé. Ils ont fait des tests. Tiens, si je mettais mes perceptrons comme ceci, là, en couches successives. Et si je disais que les couches successives ont toutes la même taille, ou elles n'ont pas la même taille, ou bien les couches vont toujours en avant, ou alors elles peuvent aussi aller en arrière, bon, etc., etc. Ou alors, tiens, si on les mettait tous en réseau, ils sont tous connectés à tous. Alors que là, chaque couche n'est connectée qu'à la précédente. Donc voilà, tout ça, ce sont des architectures de neurones, de réseaux de neurones. Et en tâtonnant, on s'est rendu compte qu'il y en avait certaines qui marchaient mieux que d'autres, qui donnaient des résultats intéressants. Donc reprenons. Ici, nous avons une architecture particulière qui nous montre GPT-3. Alors, c'est immense, mais on a vu qu'il y avait des blocs sous forme de carrés, de rectangles, et d'autres qui étaient plutôt organisés sous forme de lignes. Alors, pour comprendre ça, on va observer dans un cas plus simple. Donc, on a GPT-3 qui est très gros, mais on peut regarder GPT-2, qui est la même chose en plus petit. Vous voyez, on retrouve la même organisation, mais là, les lignes, elles vont beaucoup moins loin. Donc ça, c'est lié à la taille de la fenêtre de contexte. On a un GPT-2 encore plus petit, et puis on a Nano GPT, qui est la version la plus petite qu'on puisse imaginer. Donc, ces fameux blocs que je vous disais, qu'on retrouve partout, là. Donc ici, je ne sais pas comment les décrire, mais le carré, deux rectangles, plus la ligne horizontale. En fait, on en retrouve une version ici. Donc, un carré, deux blocs, un carré, deux rectangles, plus, ici, là, vous voyez, en fait, une ligne horizontale. Alors, elle n'est pas elle n'est pas aussi profonde que dans GPT-3, mais c'est le même principe. Alors là, vu comme ça a l'air ultra complexe, et quelque part salé, mais les principes ne le sont pas tant que ça. Donc ça, en fait, cette unité qu'on retrouve partout, ça s'appelle un Transformers, et les chatbots sont faits de Transformers. C'est des séries enchaînées de Transformers, les uns à la suite des autres. Et ce qui est génial dans ce site, c'est que on peut aller décomposer l'intérieur du Transformers et en plus voir son fonctionnement en direct. Alors on va pas faire tout ça, ça sert à rien là, mais grosso modo, là, ici, c'est comment je transforme des lettres en chiffres. Voilà, je vous avais dit, le principe, c'est ça. Et on peut transformer des mots ou une phrase comme ça en un vecteur qui pourrait être multiplié après, enfin une série de chiffres qui pourrait être multipliée donc par nos fameuses matrices. Ensuite, bon, il y a des couches qui vont pas nous intéresser ici, qui sont pas difficiles à comprendre en plus. En gros, c'est on veut des chiffres entre 0 et 1. Voilà, je vais simplifier en disant comme ça. Ça nous intéresse pas trop d'avoir des chiffres 36, 10 000 et quelques. C'est beaucoup plus intéressant parce qu'à la fin, nous, on veut des probabilités. Et une probabilité, bah, ça s'exprime sous forme d'un chiffre entre 0 et 100. Donc entre 0 et 1, en fait. C'est plus simple de faire comme ça. Donc ici, à l'intérieur, ce qu'il y a d'intéressant, c'est surtout donc le bloc ici de ligne horizontale et le bloc carré plus deux grands rectangles qui sont un MLP. Un MLP, c'est quoi? C'est Multi-Layer Perceptron. C'est ça, celui-ci. Donc ce que vous voyez là, c'est un MLP, mais évidemment en plus gros. Donc le MLP, c'est ce qui a été étudié bien avant qu'on soit inventé la couche d'attention. Donc c'est les deux blocs principaux là, hein, qui composent le Transformers, qui est la bloc, je me répète, mais pour que ça rentre, élémentaire des chatbots, l'attention et le MLP. Et donc le MLP, c'est le réseau de neurones traditionnel qui a été pas mal étudié depuis les années 60. Et c'est ce que je vous ai présenté finalement la dernière fois, quand je vous montrais en fait comment on pouvait mettre les perceptrons en couche pour détecter des formes plus complexes. Donc maintenant, on va faire un zoom sur le fonctionnement du MLP et comment, ici, il apprend. Vous voyez la MLP weight, ce sont les poids à l'intérieur du MLP. D'où viennent ces poids? Alors ici, je ne sais pas quel est l'encodage exactement. Je suppose que peut-être bleu, c'est négatif et noir, c'est positif. Peut-être que ce point-là, c'est moins 0,5 et celui-là, c'est plus 0,9. Bon, je ne sais pas exactement le choix qui a été fait, mais c'est juste une représentation visuelle. Donc là, c'est ce que je vais vous montrer, comment on enseigne, dans un cas simple, à un MLP, un réseau de neurones multicouches, à apprendre à reconnaître des formes. En fait, c'est le même principe pour reconnaître des formes, c'est le même principe pour lui demander de dessiner des images ou pour lui demander de générer du texte. C'est l'algorithme de rétropropagation et c'est plus simple de vous l'expliquer dans un cas où on lui demande d'apprendre à reconnaître des formes. Et en l'occurrence, là, on va lui demander d'apprendre des lettres. Et pourquoi ça marche? Alors derrière, il y a beaucoup de théories mathématiques. On sait que les réseaux de neurones sont des approximateurs de fonctions universelles, mais bon voilà, ça c'est typiquement le genre d'explication. Bon, c'est super pour les mathématiciens, mais pour les autres,
qu'est-ce que ça cache derrière? Eh ben là, il y a des vidéos qui sont géniales sur Internet, donc je vais m'appuyer dessus, je vais pas les refaire, en moins bien. Un neurone, perceptron, c'est ça. C'est ce que je vous avais montré, c'est 2 poids plus un biais. Bon, dans la pratique, avec une fonction d'activation, dans la pratique, en fait, c'est ça. C'est juste 2 lignes droites. Et quand on combine plusieurs perceptrons, vous allez voir, en fait, on peut faire différentes formes avec, et puis surtout, on va pouvoir les combiner les uns avec les autres. En utilisant donc des couches, là, il est en train de montrer ce qu'est un réseau de neurones, donc un multi-layer perceptron, et voilà ce que ça va donner quand on les enchaîne les uns les autres. Donc ça, c'est les opérations qu'on fait mathématiquement derrière, mais ce que ça signifie concrètement, c'est ça. Voilà. On peut combiner plusieurs perceptrons pour leur faire des formes arbitraires derrière. C'est pour ça que c'est important d'avoir une intuition. Alors, parfois, c'est des intuitions mathématiques, parfois, c'est des intuitions géométriques, parfois, c'est des intuitions d'après la vie réelle. Et je vous expliquerai la rétropropagation tout à l'heure avec des exemples tirés de la vie réelle, parce que sinon, ça reste quand même ultra abstrait. Mais là, vous voyez, on complexifie à chaque fois, c'est ça. ChatGPT, donc la couche perceptron, c'est ça, avec beaucoup de neurones. Et ici, par exemple, ce neurone-là, ce que vous voyez, là, il est relié à d'autres neurones. Donc ici, à chaque fois, on a un poids. Voilà, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Parce que il y a 6 neurones dans la couche précédente. Donc pour vous remontrer ce que je disais tout à l'heure, c'est comme si on parlait de celui-ci, là, qui est relié, là, il est relié à 4 précédents. Comment on va représenter ça? Si on veut visualiser ce qu'il y a à l'intérieur, on le représente comme ça. Alors, ici, mon neurone est relié à chaque case de mon dessin, donc j'ai 25 poids au lieu de 6. Et chaque poids, je vais le représenter, le rouge, c'est positif, le bleu, c'est négatif. Donc voilà comment je représente mes perceptrons. Et ce que vous voyez là, c'est un perceptron relié alors à plus, je sais pas combien il y en a là, il y en a peut-être une centaine, même un peu plus, ça doit être du 15 par 15 ou du 20 par 20, je sais pas, je n'ai pas compté, mais c'est la même chose. Ce que vous voyez là, c'est la représentation d'un perceptron, d'un neurone. Et tous nos neurones, on les représente comme ça, les uns à la suite des autres. Et après, tout ça, je vous disais, ce sont des multiplications de matrices. Mais là, on s'en fiche. Donc, à partir de ces matrices, on peut dessiner, représenter des objets de plus en plus complexes. Là, on lui demande d'approximer à notre réseau de neurones. On a cette fonction de départ, donc qui représente les sauts d'une balle. On va lui demander, à l'aide, comme tout à l'heure, là, de nos traits brisés, sauf que ici, il va être beaucoup plus précis, mais on va lui demander de trouver, de se rapprocher le plus possible de la cible. Et à chaque fois, donc là, on calcule une fonction de perte, on calcule de combien ça s'écarte de la réalité, entre guillemets, qu'on lui demande de décrire. Donc voilà, à la fin, on voit que ça commence à prendre la forme de l'objet. C'est exactement la même chose que quand ici, je lui disais de prendre la forme de cette distribution de points. Voilà, là, il cherche. Bon, là, c'est pas très compliqué. Je vais recommencer. Disons, je mets les points rouges ici, je mets les points bleus là, et je lui demande de trouver. C'est exactement la même chose qu'on a fait ici, mais avec une ligne. On lui demande, non pas de classer des points rouges et bleus, de les mettre d'un côté ou de l'autre, de trouver comment ils sont organisés, mais on lui demande de trouver, de représenter plusieurs points sur un écran. Et si on passe au niveau suivant, là, on part d'un dessin qui a été fait à la main. Et si on demande, non pas cette fois-ci, de classer des points à droite à gauche, mais de représenter cette forme-là, pour peu qu'on ait assez de neurones derrière pour le représenter, parce qu'on peut pas représenter ça avec 3 neurones. Il va en falloir beaucoup plus. Et voilà ce que ça donne, comment il approxime petit à petit les choses. Donc on lui donne ça, on lui dit, tu dois te rapprocher de ça. Donc au début, il va démarrer par une forme approximative. Donc regardez bien, je vais le mettre au ralenti parce que ça va un petit peu vite. Il commence à être très flou. Et puis il se dit, tiens, il y a plus de trucs vers le haut. Ici, là, sur les côtés, il n'y a rien. Et donc petit à petit, on voit apparaître un peu comme un fantôme qui se dessine. Là, on commence à voir, effectivement, là, il y a les cheveux, là, il y a la tête, et puis petit à petit, hop, il fait apparaître les yeux, le visage, les bras, et c'est exactement le même procédé qu'ici. C'est ça qui est fabuleux avec les réseaux de neurones, c'est qu'on peut leur faire apprendre n'importe quoi, du moment qu'on peut le représenter en chiffres. Donc voilà, là, je vais remettre en vitesse normale, ça continue. Petit à petit, les erreurs sont de plus en plus insignifiante, et à un moment donné, ça va se stabiliser, et c'est le mieux qu'il pourra faire.
Si on voulait avoir tout le détail de chacun des cheveux, comme il y avait initialement, il faudrait mettre plus de neurones. Mais là, avec, je ne sais pas combien il en a mis, mais avec un certain nombre de neurones, on peut aboutir à quelque chose où on reconnaît quand même le dessin initial. Vous êtes d'accord? Donc ça, c'est les cas les plus visuels. Un cas concret, le plus simple, ce qu'on apprend, les premiers qu'on apprend à faire, c'est à reconnaître des formes simples. Donc de reconnaître des lettres. Par exemple, ici, ce réseau-là, je l'ai entraîné à reconnaître 4 lettres. Donc je vais vous montrer comment ça marche, ce truc-là. Je repars de 0. Donc je lui dis, voilà, je dessine un U, et je lui dis, ça s'appelle le U. Donc je stocke. Alors là, c'est pas dans la mémoire du réseau de neurones, mais je le stocke dans le programme pour pouvoir ensuite lui enseigner. Je vais lui dire le X, ça ressemble à ça, donc je l'associe à la lettre X, mais je pourrais l'associer à n'importe quoi. Hein. Là, c'est complètement arbitraire. La lettre L, et puis, allez hop, la lettre O. Voilà, j'ai oublié. Voilà. Donc là, au départ, je mets du bruit. Je mets des poids aléatoires dans chacun de mes perceptrons. Donc je répète, hein, ceci représente un perceptron avec ses différents poids. C'est ça, ce truc-là. Voilà. Là, le poids, là, je le mets sous forme d'une couleur. Si c'est négatif, c'est rouge. Si c'est positif, c'est bleu. Et les poids sont toujours entre 0 et 1. Enfin, je sais plus, peu importe. Mais c'est ça, donc, que je représente. Sauf que là, j'ai 25 synapses, si vous voulez. Donc mon neurone, il a 25 connexions. Une connexion pour chaque case qu'il y a dans ma grille de perception. Et j'ai décidé arbitrairement que j'allais avoir 34 perceptrons. Pourquoi 34? En fait, j'en sais rien, il faut tâtonner. Si je veux lui apprendre à reconnaître sans forme, probablement que 34 neurones, ça va pas suffire. Mais, donc je pourrais me dire, je vais en mettre le plus possible, je vais en mettre 10 000. Ouais, d'accord, mais en fait, on va faire des calculs pour rien. Donc l'idée, c'est de trouver, toujours à peu près, en fonction de ce qu'on veut lui apprendre, combien il va falloir de neurones. C'est pour ça que le nombre de poids qu'il y a dans les modèles de langage, donc on avait vu GPT-3, c'était 1,7 milliard. Non, pardon, 170 milliards. DeepSeek, c'est 600 milliards. DeepSeek, il est capable d'apprendre plus de choses. Et des choses des choses plus précises. Parce que ce qu'on a vu ici, là, par exemple, vous voyez bien, c'est la même chose, mais en moins précis. Ici, c'est la même chose, mais en moins précis. Là, c'est encore moins précis, et là, c'est tellement moins précis que on reconnaît plus rien au bout d'un moment. Mais en fait, les premiers langages de modèles, quand ils pondaient du texte, ils étaient juste pas très précis. Donc, ils prenaient des mots un peu au pif. Ça ressemblait plus ou moins à des phrases. Comme là, ça ressemble plus ou moins au dessin de départ. Et plus on a de poids, plus on est précis, plus on a des phrases qui ont du sens. Et si vous regardez dans des petits modèles, par exemple, ils sont capables de répondre à vos questions, mais plutôt que d'utiliser des mots précis exacts, par exemple, si vous posez des questions médicales, plutôt que de dire le Doliprane, il va dire le médicament. Il va prendre un mot plus vague. C'est exactement la même chose. C'est pour ça que je vous disais aussi de comprendre le fonctionnement des LLM, ça permet d'en tirer un meilleur parti et de comprendre leurs limites. Donc là, ici, on part. C'est la même chose qu'on fait. Et le choix, donc, je me répète pour que ce soit clair, mais le choix du nombre de neurones va dépendre de la quantité de choses qu'on veut leur faire apprendre. Et maintenant, on va en arriver au fameux algorithme de rétropropagation, qui est le cœur de cette vidéo, je suis obligé de faire toute cette introduction pour que vous compreniez de quoi on cause. Comment on va s'y prendre pour faire que dans les poids, là, dans les couleurs qui sont stockées de chaque neurone, il puisse reconnaître les formes qu'on lui a apprises. Donc là, quand je fais enseigner, en fait, je suis en train d'appliquer l'algorithme de rétropropagation à mon réseau de neurones petit à petit. Et là, vous voyez que il y a une mesure de l'erreur, c'est-à-dire à quel point il est capable de reconnaître ou pas le symbole qu'on lui envoie. Je fais des tests pour savoir s'il est capable de me dire, effectivement, c'est telle lettre ou telle autre lettre. Donc là, je fais enseigner, et là, je vois que, le symbole X, a priori, il l'a appris. Donc si je dessine du X, voilà ce qu'il me dit. Comme tout à l'heure, je me suis arrêté à 3 lettres. Il y a un petit bug, mais bref. Donc là, il reconnaît le X à 89%. Et si je change... pour lui, ça ressemble toujours à un X, par exemple. Et, pourquoi pas? Maintenant, si je viens changer, hop, ça y est. Là, c'est plus un X, et effectivement, il ne reconnaît plus le X. Alors, il dit, ah, tiens, ça commence à se rapprocher du L. Et effectivement, je suis pas loin du L. Donc, le L aussi, il avait commencé à l'apprendre. Mais le O, ou le U, il va avoir plus de mal. Voilà, donc il me dit 55% pour le U, alors que le L, il le reconnaît avec une certitude de 84%. Vous voyez, donc, le niveau d'erreur m'indique s'il a réussi à apprendre ou pas. Donc, je continue et on voit que ça diminue de plus en plus. Et après, à un moment donné, ça reste quasiment plat. Donc, voilà ce que ça donne une fois que... là, je prends celui-là parce que j'ai les 4.
Là, il a appris donc à reconnaître les 4 lettres. Je peux m'amuser avec, à regarder, oui, là, il reconnaît bien le O. Là, ouais, c'est un U, le O et le U se ressemblent, ce n'est qu'un pixel de différence. Le L n'est pas loin, et puis si je fais n'importe quoi, il dit, ouais, il y a du L, mais il y a autre chose. Alors là, bon, il fait pas trop la différence, donc c'est pas un réseau de neurones ultra précis. Et là, il sait pas trop. C'est entre le L et le U, ce qui est vrai, pour le coup. Donc maintenant, la question, c'est comment ça marche ce truc-là? Comment on fait pour trouver les bons poids? C'est là où on arrive au cœur de ce fameux algorithme de rétropropagation. Donc voilà, je vais récupérer une illustration, mais je vais vous expliquer l'idée qui est derrière. C'est que mon réseau de neurones, qu'est-ce qu'il fait? En entrée, il a une image, il fait son calcul avec ses poids, et puis en sortie, il va me donner 4 chiffres. 4 chiffres qui représentent la probabilité que l'image de départ soit une des formes que je lui ai apprises. Donc la rétropropagation, ça consiste à lui dire... Donc là, je suis reparti un peu en arrière. Dans l'apprentissage, je suis reparti d'un truc qu'il n'a pas encore appris. Donc la rétropropagation, ça consiste à lui dire, là, je te mets une forme, hop, j'ai mis un L. Et là, en fait, vous voyez, dans les poids, il sait pas trop. Alors oui, il me dit vaguement un peu plus L que le reste, mais en fait, il n'a pas bien appris pour l'instant. Par rapport à la version finalisée, si je lui mets un L, voilà, il me donne du 90%. Et on pourrait même aller jusqu'à du 99,9%. Donc ici, en fait, il ne sait pas encore. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise le fait qu'il ne sait pas pour lui dire, là, en fait, tu t'es trompé de temps. Non, le U, tu t'es trompé de 2 cases. Et là, le L, t'aurais dû me donner du 100%, en fait. Le O, t'aurais dû me donner... Alors, c'est pas du 0%, parce que on est un petit peu vers le haut, mais disons, tu aurais dû me donner du 3% peut-être, parce que c'est du L. Donc, on utilise ça, et on lui dit, cette différence, tu vas la rétro-propager dans tes poids. Alors là, il y a une formule mathématique. On fait un calcul de, plus tu t'es écarté, plus tu dois corriger le poids. Et maintenant, je vais vous expliquer, je vais vous donner une analogie dans la vie courante. Parce qu'en fait, c'est ça qui est aussi intéressant dans l'étude des réseaux de neurones et des IA, c'est que, et pas que les IA, mais là, c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve des mécanismes qui existent dans la vie courante. Déjà parce que c'est censé simuler le cerveau, donc au niveau psychologique, on va retrouver des mécanismes similaires, et quand on parlera de l'attention, vous verrez que ils ne l'ont pas nommé ce gros pataquès de matrice attention pour rien. Vous verrez pourquoi. Mais même d'une autre manière, au niveau du fonctionnement de la société apprend. Elle apprend quoi? Elle apprend le monde, finalement, comment ça marche le monde. Et même, elle apprend comment nous fonctionnons humains, par un mécanisme qui ressemble à la rétropropagation. Et c'est pas un hasard aussi que ça fonctionne comme ça. C'est que tous ces algorithmes, tous ces programmes qu'on va retrouver pour faire fonctionner les ordinateurs, souvent, sont inspirés de ce qu'il y a dans la nature. Donc, imaginons une équipe de Gus et de Nana qui veulent faire une recette de cuisine. Et ils partent de rien, ce sont pas des chefs, ils tâtonnent. Comment ça va se passer? En fait, ils vont faire leur recette et puis ils vont la donner au juge, au jury. Dans l'absolu, le jury, ça pourrait être eux. Mais bon, en l'occurrence, on va dire que c'est un juge extérieur qui va leur dire « Ouais, bon, c'est pas terrible votre truc. Je sais pas pourquoi vous avez mis autant de sucre. En plus, c'est trop cuit, etc., etc. » Donc, c'est un peu comme là. On fait un retour sur plusieurs dimensions du gâteau ou de la recette de cuisine et chacun va corriger. Il y en a un qui va se dire « Ah ouais, en fait, ok, j'ai mis trop de sucre, je sais pas quelle est la bonne dose de sucre, donc je vais en mettre moins. Et comme il m'a dit que c'était vraiment très sucré, je vais vraiment réduire de beaucoup ma dose. » Voilà. Donc, le neurone sucre va décider que... alors là, c'est pas très compliqué. Son entrée, c'est... combien de petites cuillères de sucre. Donc il n'a qu'un poids à gérer. Mais c'est le même principe. Donc le neurone sucre va décider que le poids dans sa recette va être plus faible. Et là, c'est une seule recette. On pourrait imaginer aussi que notre réseau de neurones a appris plusieurs recettes. Donc en fonction du poids des autres, il va se dire « Ah ouais, mais quand il y a du sel, il n'y a pas de sucre. » Ou, je sais pas, quand il y a de la viande, en général, il n'y a pas de sucre. Sauf si... Bon. Donc... Imaginez cette équipe de cuisiniers qui est en train d'essayer d'apprendre une ou des recettes, c'est comme ça que ça va fonctionner. Chacun va corriger, à tâtons. Et pour vous dire à quel point c'est similaire à ce qui se passe dans notre cerveau, c'est que quand je dis il y a un neurone du sucre, en vrai,
vous avez aussi un neurone Céline Dion dans votre tête. Si on vient activer électriquement ce neurone, vous allez penser à Céline Dion. Alors on verra comment ça fonctionne plus tard avec les histoires d'attention, mais c'est pour dire que finalement, le fonctionnement collectif de plusieurs personnes simule, ressemble à celui d'un réseau de neurones, et en tout cas, la manière d'apprendre, dans certains cas, peut être similaire. Donc c'est ça qui se passe ici quand on fait ce qu'on appelle la rétropropagation. Chacun a sa petite tâche. Alors nous, là, moi, quand je regarde ce réseau de neurones, je ne sais pas s'il y en a un qui est le L là-dedans, s'il y en a un qui est le X, ou ça pourrait être n'importe quoi, parce que les réseaux de neurones s'adaptent à n'importe quelle situation. Ça pourrait être un réseau de neurones pour construire une maison. Il y en a peut-être un qui est plombier, donc qui va gérer les canalisations. Il y en a un qui va gérer l'électricité, qui va dire, il y a un neurone qui va piloter, et il aura des sous-neurones qui vont dire, ah ben toi, tu vas t'occuper des coudes. Toi, tu vas t'occuper des boutons, des interrupteurs, etc., etc. Et chacun va s'adapter comme ça en disant, bah, il y a le neurone qui gère l'électricité qui va dire au neurone qui gère les boutons, bah, là, tu as mis un bouton au milieu de la ligne, mais ça sert à rien. Il faut mettre un bouton en bout de ligne parce que c'est là que ça sert à l'utilisateur. Donc vous imaginez n'importe quel chantier collectif chez les humains, ben en fait, il y a de la rétropropagation dedans. Alors souvent, on s'en rend pas compte parce que c'est pas aussi simple que là, c'est mélangé avec toutes sortes d'autres choses qu'on a appris bien avant. On a déjà des intuitions sur comment faire. On a déjà un peu réfléchi à comment s'organiser. Mais il faut comprendre que les neurones, c'est un peu comme si on était une équipe d'humains balancés sur une nouvelle planète. On ne connaît pas les gens et on n'a pas de compétences. Et on ne connaît pas l'environnement. Et donc petit à petit, il faut qu'on apprenne à se débrouiller. Donc il y en a un qui va tester. Ah tiens, j'ai pris une poignée de sable là-bas, j'ai réussi à faire ça avec. Mais c'est la même idée qui est derrière. Chacun va ajuster ses poids pour apprendre ce qu'on lui demande d'apprendre. Ici, c'est ce qu'on appelle un apprentissage supervisé, parce qu'il y a quelqu'un, moi, qui lui dit, bah ça c'est un L, ça c'est un X, ça c'est un O. Il y a des apprentissages qui sont non supervisés, c'est un peu plus sioux, mais c'est le même principe. Donc là, vous avez le fonctionnement de l'algorithme principal des réseaux de neurones qu'on retrouve au cœur des chatbots. On a les ronds, ce sont des perceptrons. Un perceptron a des axones, ils sont reliés les uns aux autres en couches successives. Dans les entrées, on met des chiffres qui représentent le texte. En sortie, on veut d'autres chiffres qui vont représenter des probabilités de mots intéressants. Entre les deux, on a des matrices qui sont le fonctionnement de chaque perceptron. Et chaque perceptron, donc, sur chaque axone, ici, il a un poids. Combien je mets de sucre, pendant combien de temps je fais cuire, combien je mets d'œufs, c'est un neurone différent, donc combien je mets d'œufs. Mais ça peut être aussi, on pourrait dire, il y a un neurone cuisson. Donc il y a le neurone, je fais cuire mon sucre, ou pas, je fais cuire mes œufs ou pas, je fais cuire ma viande ou pas. Donc tout ça, on l'envoie. Quand on veut l'utiliser, ça fonctionne dans ce sens-là, c'est-à-dire que l'information se propage dans ce sens-là. Je lui dis, bah voilà tes ingrédients de départ, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu fais avec? Ça donne la recette de cuisine, ça donne le mot suivant, ça donne l'image à générer. Et quand on l'utilise dans l'autre sens, en lui disant ben, modifie tes poids parce que c'est pas ce que je voulais, ben, c'est là où il apprend. Vous voyez, au fond, c'est pas si compliqué que ça. Eh bien ça, cette partie-là, donc, ça s'appelle la rétropropagation. Ben, ça porte bien son nom, je trouve. Et c'est comme ça qu'on enseigne au réseau de neurones à changer ses poids. Et je vous montre un petit exemple. Ici, j'ai une créature qui a la possibilité soit de tourner, soit d'accélérer, soit de ralentir. Donc la sortie de mes neurones moteurs, c'est juste ça. Accélère, ralentit, tourne à gauche, tourne à droite. Et en entrée, il voit. Donc ce que vous voyez là, les petits... ce sont des rayons lumineux, en fait, c'est son champ de vision. Et donc il peut voir son champ de vision est bloqué ou pas. Est-ce que devant lui, il y a un espace blanc, vierge, dans lequel il peut se balader, ou bien est-ce qu'il va y avoir un obstacle? Et là, je vais lui demander, en fait, de se balader là-dedans, et en fonction de ses neurones, il va se balader plus ou moins loin, plus ou moins vite,
éviter plus ou moins les obstacles. Voilà, il y en a un, il aime bien aller vite, il y en a un, il aime bien, je sais pas moi, slalomer, etc. Voilà, celui-là, il s'est craché. Voilà, celui-là, c'est un peu l'idiot du village. Et ils fonctionnent tous sur le même principe. Et ce fonctionnement, c'est le même que nous, on a dans notre cerveau. Voilà le genre de choses qu'on peut faire avec nos petits réseaux de neurones. Et grâce à l'apprentissage par rétropropagation, on peut leur enseigner des choses, toutes sortes de choses. C'est ça qu'il y a derrière la couche MLP. Donc MLP, c'est Multi-Layer Perceptron. C'est réseau de neurones multicouches. Celui-ci, là. C'est décalé. Voilà, ça, là, c'est un réseau de neurones multicouches. Quand vous avez des lignes, des colonnes de cercles qui s'enchaînent les unes les autres, ce sont des MLP. Et chaque neurone est représenté par une matrice, donc comme ici, de chiffres, négatifs ou positifs, qui indiquent ce qu'il a appris. Et donc ça, ensuite, avec la couche d'attention, qui fonctionne un peu différemment, je consacrerai une autre vidéo, eh bien, c'est le Transformers qui est la brique fondamentale qu'il y a à l'intérieur de GPT, Grok, Claude et DeepSeek. Et de comprendre ça, comme je vous l'ai expliqué, ça permet de comprendre les limites du fonctionnement des LLM. Alors, évidemment, aujourd'hui, plus ça va et plus ça se complexifie, parce qu'on apprend de mieux en mieux à leur apprendre de plus en plus de choses. Mais les fondements sont là. Le perceptron et la rétropropagation. Et ça, à mon avis, c'est pas prêt de changer avant un bon moment. Donc là, vous avez déjà les deux briques fondamentales pour comprendre comment ça marche. La troisième brique, c'est l'attention. Je lui consacrerai une autre vidéo parce que c'est un petit peu différent. Mais cette compréhension vous permettra d'avoir une meilleure maîtrise de ces outils. Et je finis en disant, le savoir, c'est le pouvoir. Je sais conduire une voiture, j'ai le pouvoir de la conduire. Ou la puissance, enfin, le potentiel en tout cas. Et ensuite, plus on apprend de choses, plus on va se rendre compte qu'il y a des similitudes. Des choses qu'on va retrouver d'un domaine à l'autre. Là, par exemple, on apprend comment fonctionnent les IA, mais en vrai, ça nous apprend aussi des choses sur le fonctionnement du cerveau. Ça nous apprend aussi des choses sur le fonctionnement de la société, comme je vous l'ai montré. La rétropropagation existe, pas exactement sous la même forme, mais existe aussi dans la société. Donc là, on vient aussi de découvrir un peu comment fonctionne une culture. Donc il y a les savoirs pratiques immédiats, il y a les savoirs théoriques abstraits, mais il y a aussi des savoirs qui sont plus intéressants parce qu'ils sont transversaux. C'est ce qu'on appelle des connaissances transférables d'un domaine à l'autre. Et puis ensuite, quand on remonte encore plus loin, il y a les principes premiers, c'est-à-dire les connaissances qu'on va retrouver partout. Et pour moi, c'est ça, les trésors de la souveraineté, qui sont les plus précieux, qui demandent évidemment du vécu, de la réflexion, de l'expérimentation, et à réfléchir à tout ça, à croiser tout ça. Et c'est ce que je vous propose sur cette chaîne. Donc petit à petit, je vous avais fait une vidéo, ah voilà, c'est ici, sur les principes premiers. Comment se poser les bonnes questions, les grands enseignements des petites choses du quotidien. Pour moi, c'est ça fondamentalement, enfin en tout cas c'est un des aspects les plus importants du souverainisme personnel. Trouver les bonnes connaissances et les connaissances sur les connaissances. Voilà, et la vidéo, je vous ai expliqué le perceptron. Donc la prochaine vidéo que je ferai dans cette série, ça sera sur l'attention. C'est assez fascinant, cette histoire d'attention, parce que le mécanisme de l'attention est fondamental dans la cognition humaine, dans ce qui fait que nous pouvons penser. J'ai développé toute une formation sur ce sujet pour maîtriser son attention, donc j'en sais quelque chose. Bref, ça sera pour une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, abonnez-vous. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Si vous avez apprécié, mettez un pouce. Vous avez le petit e-book gratuit sur le fonctionnement des LLM, en plus des vidéos. Il y a des parties qu'il va falloir que j'améliore un petit peu. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à acheter quelques e-books ou bouquins ou formations. Voilà.